L'histoire et la géographie de l'Europe sont marquées par des rivalités et des conflits. Cela n'empêche pas d'y rêver à une certaine unification. La problématique sera l'Europe au XXe siècle, comment passe-t-on d'une idée à une réalité? Déjà, le nom Europe vient des mythes et légendes grecques, donc de l'Antiquité classique. Europe était une princesse asiatique qui aurait été enlevée par Zeus, le roi des dieux, qui aurait pris pour cela la forme d'un taureau blanc, et qui aurait conduite la dite princesse qu'il voulait séduire jusque sur l'île de Crète. Donc, en Europe, d'où le nom de notre continent. Cette lithographie représente Dame Europe une représentation physique de ce que serait l'Europe comme étant une entité unique. En cela, elle est intéressante parce que dès le XVIe siècle, on donne une unité, on va dire physique, par ce petit dessin, à ce qui n'est qu'un continent, et où il n'y a plus d'unité, à part une unité religieuse, une unité dans ce personnage. Et on en profite même d'ailleurs pour y intégrer une partie de la Russie. Vieux débat, savoir où s'arrête la limite, puisque la City, la Livonia qu'on voit en bas et la Tartarie, ce sont des provinces de cette fameuse Europe, donc dans les plis de sa robe. Donc cette lithographie donne à voir une Europe unie, en quelque sorte. Phénomène et chose qui n'est à ce moment-là qu'un rêve. Alors, pour faire cette unité, beaucoup s'y sont essayés par les armes. Alors, je ne remonte pas jusqu'à l'Empire romain, mais on pourrait y adjoindre dans cette liste le Charlemagne, qui va donc, sous ce rêve d'Empire romain, évangéliser à coups d'épée le nord de l'Europe. L'unité va évidemment échouer. On va avoir des divisions. On a son successeur Othon et tous les Ottoniens qui vont constituer le Saint-Empire romain germanique, qui vont repousser la frontière sur la Pologne. Évidemment, l'unité va s'arrêter et ne va pas se réaliser puisque la France ne s'intègre pas à cet ensemble, et l'Espagne encore moins. Ce rêve d'unité va encore se faire avec la maison de Habsbourg à partir du XVe siècle. Et encore une fois, cette unité va échouer sur la France. France de François Ier qui va toujours s'opposer à Charles Quint. Donc c'est l'objet des guerres d'ailleurs de François Ier. Ce rêve d'unité va encore s'incarner dans Bonaparte, qui va conquérir l'Europe, mais qui va se casser les dents sur la Grande-Bretagne et la Russie. Mais on va retrouver aussi ce rêve d'unité européenne, dans une certaine mesure, avec la forteresse Europe d'Adolf Hitler, sur la fin de notre période. Donc, tous les Européens ont rêvé de faire une Europe unie,
Mais jusqu'à 1945, la seule solution véritablement choisie fut la guerre. Et à chaque fois, ce fut un échec. Mais cette unité, certains vont la rêver pacifiquement. On a l'exemple précoce de Victor Hugo qui va mettre en avant ce projet pour l'Europe. Donc, le texte du discours de Victor Hugo de 1849 incarne ce rêve d'une unité européenne. On oublie bien vite que Victor Hugo est aussi un homme politique, en quelque sorte, qui a sa gouaille, sa volonté, qui a véritablement une opinion politique, puisqu'il l'exprime et l'exprimera tout particulièrement contre Napoléon le Petit. Hein. Mais là, donc, il prend la parole et parle. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, en se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leur génie. Il parle bien de faire l'Europe par le commerce, comme le feront d'autres au XXe siècle, mais aussi par les arts. Victor Hugo sera un saint patron, en quelque sorte, c'est un peu fort, mais sera une figure tutélaire de la République après la chute de l'Empire. Mais dès la Seconde République, il s'est imposé déjà comme étant une figure républicaine, politique. Et ce projet européen en est la marque. Ce projet d'Europe unie, ou d'États-Unis d'Europe, va ressurgir avec Aristide Briand, qui est représenté sur cette caricature-là, montrant le pays, on va dire, rêvé, à cette troupe. Alors l'image est évidemment religieuse, tirée probablement de l'Exode, avec les tribus d'Israël qui reviennent jusque en terre promise. Mais ça montre l'objectif des Européens, celle de l'unité. Document important, c'est le discours qu'Aristide Briand va faire devant l'Assemblée de la SDN en 1929. Commençons déjà par dire que la SDN, c'est la Société des Nations, cet organisme qui a été instauré par le traité de Versailles pour régler le concert des nations. C'est un endroit où se rassemblent donc chaque représentant de pays, tous les représentants, comme l'ONU aujourd'hui, et on a des discussions ouvertes sur les problèmes du monde. Ça se rassemble donc à ce moment-là à Genève. Bon. Donc, à cette occasion, Briand va faire un discours. Briand, à ce moment-là, c'est pas n'importe qui, c'est le président du Conseil, autrement dit, le dirigeant
de la France, puisque le président de la République en France en 29 n'a aucun pouvoir, et qu'un président du Conseil a tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs, alors j'exagère un tout petit peu, mais il a beaucoup de pouvoirs, c'est un super Premier ministre pour ceux qui veulent une comparaison. Le texte. Je pense qu'entre des peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Donc là, je m'arrête, le lien fédéral, donc c'est une organisation de pays entre eux. Ces peuples doivent avoir, à tout instant, la possibilité d'entrer en contact, de discuter leurs intérêts, de prendre des résolutions communes, d'établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face, au moment voulu, à des circonstances graves. Donc une volonté de discuter ensemble, pacifiquement, des problèmes, quels que soient ces problèmes, que ce soit la crise économique, la famine, un tsunami, un tremblement de terre, une catastrophe. Bon, là, l'idée, c'est de créer des solidarités européennes plus importantes que ces discussions à la SDN. On a donc la naissance d'un rêve d'Europe. Là, on voit qu'il y a volonté de créer un lien entre les pays, lien fédéral, ce qui veut dire que ça ne fait pas disparaître les pays, mais une organisation commune. Évidemment, l'association agira surtout dans le domaine économique. C'est la question la plus pressante. L'économie est donc le premier lien imaginé, donc les échanges. Je crois que l'on peut y obtenir des succès, mais je suis sûr aussi qu'au point de vue politique, au point de vue social, le lien fédéral, sans toucher à la souveraineté c'est donc le pouvoir de chaque peuple, que chaque peuple a sur lui-même, donc sans toucher à la souveraineté d'aucune des nations qui pourraient faire partie d'une telle association, peut-être bienfaisant, et je me propose, pendant la durée de cette session, de prier ceux de mes collègues qui représentent ici des nations européennes de bien vouloir envisager officieusement cette suggestion et la proposer à l'étude de leur gouvernement. Donc Briand propose dès 29 la création de ce qui sera, en fait, l'unité européenne. Le rêve européen, on va dire, passe d'un projet littéraire au 19e à un projet qui est plus européen au 20e. Évidemment, maintenant revoyons la date, 1929, septembre 29, on sait tous ce qui va se passer en octobre 29. Si vous ne le savez pas, c'est la crise économique qui va secouer le monde et le plonger dans des troubles jusque-là jamais connus. Et va propulser d'ailleurs le monde dans la guerre. Néanmoins, ce lien proposé va rester dans la mémoire. C'est évidemment la montée des fascismes et la prise de pouvoir par les fascistes, Mussolini, Franco, Hitler, qui va mettre un terme définitif, avant 1945, à ce projet d'union, ce projet d'États-Unis d'Europe.